je me présente, je suis Jean-Louis Alfred, coordinateur CFDT sur le groupe Vivarté. Certains d'entre vous me connaissent bien et je pense qu'il est aujourd'hui temps que les autres mettent un visage en fait sur la personne qui gère la page Facebook CFDT. Toujours important de savoir qui est derrière. Je tenais d'abord à me présenter, donc je vous dis, je coordonne les équipes CFDT sur le groupe Vivarté. Je suis en même temps délégué syndical central sur la compagnie européenne de la chaussure. Et accessoirement, juge prud'homal depuis plus de 20 ans. Donc j'ai des notions de droit social. Mais enfin, le fait n'est pas là, ce qui vous intéresse surtout. Et c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo. C'est d'arrêter aujourd'hui dans une sorte d'interview, en fait, que je me ferai moi-même, où on en est, ce que l'avenir nous réserve et d'où ça vient. Donc la première question, vous avez eu le reportage hier sur France 2, reportage très court. En fait, je me suis dit qu'il serait intéressant que nous-mêmes, on essaye de relayer un petit peu notre vision des choses, les salariés de Vivarté, pour d'avoir touché un maximum de personnes sur notre situation. Parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ça n'intéresse pas grand monde. Ça fait 2 ans et demi, voire 3 ans que les sociétés tombent les unes après les autres, qu'on est pris dans un engrenage où, par ces fonds qui spéculent, en fait, sur nos dos, qui nous ont rachetés il y a 2 ans et demi, et qui viennent se faire de l'argent qui n'intéresse personne. Donc, antérieurement, la première question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce quid aujourd'hui, quelle situation groupe Vivarté, c'est-à-dire où on en est, et qu'est-ce qui s'est passé depuis la prise de contrôle de ces fonds de pension que sont Oaktree, Alcentra, Babston, le pôle dirigeant en fait, du groupe Vivarté. Quelle stratégie depuis 2 ans et demi ils ont mis en place, et pourquoi on en est là aujourd'hui? Ma première question, c'est donc antérieurement, depuis leur arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on s'aperçoit que c'est des fonds d'abord très peu entrepreneuriales, et ce n'est pas leur vocation. Leur vocation, c'est de faire de l'argent le plus vite possible, il faut s'éclairer sur ça. Ils ont réussi à prendre le contrôle de Vivarté en rentrant au capital, quand le groupe en fait, a effacé sa dette de 2 milliards d'euros. En fait, ils ont fait un putsch sur Vivarté, et ils en ont pris le contrôle. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que non seulement ils financent le groupe en partie, donc il y a le côté banquier, et l'autre côté, ils le dirigent, c'est-à-dire qu'ils mettent à la tête des entrepreneurs. Quand je vais vous expliquer la suite, vous comprendrez pourquoi justement il y a eu tant de patrons, de PDG qui se sont succédés, et pourquoi aujourd'hui, Vivarté, on n'a aucune vision, et il n'y a aucune, en fait, on n'a pas de vision sur notre venir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de capitaine, et ça depuis longtemps. Ces groupes, qui sont-ils et quel est leur objectif? Donc j'ai dit premier objectif, faire de l'argent rapidement. Pour faire de l'argent rapidement, quand la dette a été effacée, les 2 milliards d'euros par Marc Lelandais, il restait 800 millions d'euros en fait de dette effective sur le groupe Vivarté. Donc de quoi stabiliser, une dette encore lourde, mais de quoi stabiliser, repartir. Donc là on remonte à 2 ans et demi. Ces gens qui sont spéculateurs, la première chose qu'ils ont fait, donc ils ont pris contrôle, le pôle, la direction de Vivarté, ils se sont prêtés à eux-mêmes 500 millions d'euros. Mais ils se sont prêtés 500 millions d'euros à eux-mêmes avec des intérêts récurrents de 11%. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 2 ans et demi après, ces 500 millions d'euros qu'ils se sont prêtés eux-mêmes, qu'on appelle dette première, c'est-à-dire une dette en fait qui passe devant toutes les autres dettes en remboursement, elle génère déjà, en 2 ans et demi, 200 millions d'euros supplémentaires de bénéfices, en fait. C'est les intérêts qu'ils s'octroient à eux-mêmes. Donc, plus cette dette dure sur le temps, et plus ils se goinfrent d'intérêts. Ils ont mis à la tête, il y a 2 ans et demi, de ce groupe, qui demandait à être restructuré, Richard Simonin. Donc, Richard Simonin, sa vocation, c'était d'abord de restructurer parce que la machine était lourde, et c'était de remettre ce groupe en état de marche. On connaît la suite, il a restructuré donc Koukaï, André, Défimode, Allo Vêtements, c'est les 4 PSE qu'on a eu durant ces 2 années et demie, et qui ont coûté pas loin de 1800 à 2000 salariés, c'est-à-dire que c'est pas anodin non plus. Et tout ça sans que, bien sûr, aucun politique ne bouge de petit doigt ou se questionne sur ce qui se passait chez Vivarté. Entre-temps, il s'est séparé d'Accessoires Diffusion. Donc ce pôle de spéculateurs qui trouvaient que les choses n'allaient pas assez vite parce qu'ils voulaient très vite faire de l'argent, se sont séparés de Simonin en le disant clairement. Ils demandaient à Simonin de passer à de la vente d'actifs, c'est-à-dire à la vente d'entreprise. Et Simonin leur a expliqué que s'il passait à la vente et s'il continuait à avancer comme ça, il n'y aurait plus de groupe Vivarté, donc le groupe ne se relèverait jamais de ça.
Donc devant la position de Simonin, Octrui, qui par Birden, Donald de Birden, qui est en fait jugé parti, c'est-à-dire qui amène des fonds, qui est le premier à amener les fonds, mais qui est aussi le premier décideur à mettre en place des PDG et à pouvoir les virer sur un claquement de doigts devant l'analyse de Simonin, il s'est décidé à mettre à sa place Stéphane Maquer. Stéphane Maquer, on lui a vendu un rêve. On lui a dit, mais écoutez, voilà, ce qu'on vous demande, c'est de nous proposer un plan à moyen, long terme, et de faire en sorte que ce groupe marche. Donc Stéphane Maquer a proposé un premier plan. Son premier plan a été refusé par ses fonds. C'est d'ailleurs assez marrant parce qu'ils l'ont cassé, ils ont été le chercher, ils ont refusé le premier plan. Donc il a proposé un second plan, mais toujours sur du moyen long terme. Ce deuxième plan a été refusé une nouvelle fois. Et Stéphane Maquer, ouvrant les yeux et voyant que ce qu'on lui avait vendu c'était du rêve et que en fait, en définitive, ce qu'il voulait c'était dépecer ce groupe, a présenté un troisième plan, mais en même temps a saisi par mandat ad hoc, c'est-à-dire a saisi le tribunal de commerce, en prévenant aussi Bercy, attention, moi je me refuse à aller plus loin, la dette est lourde, je demande un nouvel écrasement de dette, parce que autrement ce groupe va mourir. Et ça lui a coûté sa place. Les actionnaires, donc, qui sont Octrui, Alcentra, les premiers actionnaires, voyant ça, ont décapité du coup Stéphane Maquer et viennent d'aller nous chercher Patrick Puy, spécialiste. Alors Patrick Puy, c'est un personnage, hein, c'est un monsieur qui est spécialisé en démantèlement de groupes tels que le nôtre, démantèlement rapide. Son job à lui, c'est un boulot de mercenaire, c'est de faire du pognon, que ses actionnaires se retrouvent, qu'ils fassent du pognon le plus rapidement possible. Donc ça, c'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Le plan Maquer a continué quand même à s'appliquer. Aujourd'hui, Patrick Puy nous dit clairement, écoutez, moi je suis pas là, je suis là pour suivre le plan de Stéphane Maquer. On m'a nommé pour ça. En fait, Stéphane Maquer, c'est juste un problème de comportement avec les actionnaires. Donc bon, il y a des interrogations quand même, parce qu'il est là pour justement appliquer le plan de Stéphane Maquer, qui n'a jamais été, à aucune manière, validé par les actionnaires. Donc ça, c'est la première interrogation. En attendant, Stéphane Maquer, son plan, c'était, et c'est acté aujourd'hui, donc c'est la vente de Koukaï, la vente de Chevignon, la vente de Patogaz. C'est pour se faire de l'argent, vendre Fosco et Mercal en Espagne. Donc tout ça, aujourd'hui, c'est acté. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec 3 entités en vente, Chevignon, Patogaz, Koukaï. Compagnie Vosgienne de la chaussure est vendue. Et Mercal et Fosco, l'Espagne qui marche bien, reste en vente et va être vendue. Donc vous voyez que déjà le groupe Vizardet a réduit grandement sa voilure. Mais ça, c'était le plan de Stéphane Maquer. Donc Patrick Puy, lui, il nous réserve autre chose. Alors après, c'est mes convictions à moi. Entre ce qu'ils disent, c'est-à-dire on suit le plan de Stéphane Maquer et je vais vous faire, ça va être du virtuel, je vais vous dire les plans secrets en fait d'Octrui et d'Alcentra, les deux fonds qui nous intéressent et qui détiennent le groupe. Alors, ça va être cru, ça va être direct, j'espère que c'est utopiste, j'espère que je me trompe, mais ça nous amènera après à nous poser certaines questions. Pour moi, aujourd'hui, Patrick Puy est là. Ils ont 500 millions de dettes premières. Ils ont 200 millions d'intérêts qu'ils veulent récupérer le plus vite possible. Donc eux, de toute façon, ils savent que cette dette prioritaire passera avant tout le reste. Donc s'il y a démantèlement du groupe, les premiers services, ce sera eux. Et ils veulent se faire de l'argent encore plus vite. Et donc l'idée que j'ai et qu'on défend nous à la CFDT, et c'est pour ça qu'on tire la sonnette d'alarme et c'est pour ça qu'on interpelle les médias, qu'on essaye d'avoir les politiques, c'est que leur plan secret, c'est de dire comment peut-on se faire de l'argent rapidement. Première question, c'est qu'est-ce qui nous reste en immobilier. Donc vous vous retrouvez en immobilier avec plus grand-chose, quelques magasins, quelques fonds de commerce. Et vous avez surtout 2 logistiques dont les murs leur appartiennent encore, donc celle de Châteauroux, celle d'Issoudun, les 2 logistiques à l'eau vêtements et à l'eau chaussure. Donc c'est des murs qui leur appartiennent, donc des murs qui s'ils sont vendus, l'argent leur rentrera directement dans les poches. Donc là, on a déjà acté le fait que Mercal Fosco, c'est de l'argent cash qui va leur rentrer dans les poches. À chaque fois qu'il y a une vente, en fait, et ça c'est établi contractuellement, les 2/3 de la vente revient aux actionnaires. Et seulement 25% restent à réinvestir dans le groupe. Donc la situation, c'est qu'ils ont intérêt à vendre pour ramasser rapidement. Donc
Pour nous, le plan secret de ces gens, c'est de dire vendons les deux dépôts, de la logistique à l'eau chaussures, à l'eau vêtements. Il y a plusieurs raisons et vous allez comprendre pourquoi. Parce que d'abord, le fruit de la vente des bâtiments le rapporte directement. En externalisant les logistiques, en les revendant à des logisticiens de métier, on est plutôt bien situé, donc ils ne paineront pas à vendre. Ils se débarrassent aussi du côté social, c'est-à-dire qu'ils vendent les salariés avec. Donc après, c'est aux logisticiens de se débrouiller avec ses salariés. Je peux vous assurer que la casse va être lourde, c'est-à-dire que la logistique quitte le groupe. Et puis, donc vous avez l'aspect social, c'est-à-dire qu'on ne gère pas au niveau du groupe. Vous avez les liquidités qui reviennent. Et puis l'externalisation, c'est-à-dire comme ils sont là à court terme, ils peuvent passer un plan avec ces logisticiens en leur disant clairement on vous baisse le prix des dépôts, vous nous donnez tant, mais par contre, pendant un an et demi, vous nous faites une logistique gratuite. Donc, c'est peut-être utopiste. Mais c'est l'idée que nous on défend et c'est pour ça qu'on tire cette sonnette d'alarme. Donc vous avez cette partie-là et la partie pour continuer sur la halle qui fait que se débarrassant de la logistique, regroupant la halle aux vêtements et la halle aux chaussures, il ne restera plus qu'un grand parc magasin. Et un grand parc magasin qui s'étale sur toute la France, ça peut intéresser un tas de grands groupes. Alors pour faire du vêtement, de la chaussure ou même pour faire de l'alimentaire, que ce soit Carrefour, que ce soit le Printemps Pinot La Redoute, l'ensemble des magasins peut être acheté, ils ont leur propre logistique, donc le plus dur qui aurait été à gérer pour eux, c'est la logistique. Donc ça c'est pour le côté halle aux vêtements, le plus gros. Après, qu'est-ce qu'il rapporte encore dans ce groupe? Vous avez Carole et vous avez Minelli, San Marina. Donc ça, c'est trois entités qui peuvent se revendre, sur lesquelles ils peuvent faire de l'argent, et rapidement. Pourquoi? Parce que ils sont encore en EBITDA positif, ils rentrent encore de l'argent. Et donc ça, c'est le plus gros du plan aujourd'hui, et le plan que nous défendons en disant que Patrick Puy est là pour ça. Après, pour le reste, c'est simple. Si le mandat ad hoc ne va pas au bout, on passera dans une procédure dite de conciliation. La conciliation, c'est essayer de mettre les parties d'accord avant d'aller à un dépôt de bilan. Dépôt de bilan, après, c'est la vente par appartement, mais de toute façon, il ne restera plus rien de ce groupe. Donc, ils auront récupéré un maximum d'argent sur ce groupe, et le reste, après, ils pourront s'en débarrasser, que ça sera racheté une misère, c'est plus leur souci à eux. Donc, aujourd'hui, l'hypothèse que nous défendons est celle-là, connaissant la personne de Patrick Puy qu'ils ont mis en place et connaissant ses fonds. Alors je mets énormément de guillemets là-dessus parce que c'est utopique, hein, entre guillemets. Il y a des vérités derrière. Je connais très très bien ce groupe. Je suis coordinateur depuis quelques années quand même et je suis passé par Plaça, par Simonin, par Lelandais et aujourd'hui j'ai Patrick Puy face à moi. J'espère me tromper, mais il y a un énorme risque que je sois dans le vrai. Alors, que peut-on faire par rapport à ça? Nombre d'entre vous s'inquiètent, nombre d'entre vous... Alors, on nous dit qu'il y a plusieurs options. C'est-à-dire, moi, ce qui me semble important aujourd'hui, c'est que les syndicats prennent leurs responsabilités. Je pense qu'on le fait, globalement. On le fait de différentes manières, mais on le fait. Nous, on a choisi l'option de montrer du doigt, c'est-à-dire via les médias, Octree, Alcentra, parce qu'on pense que c'est que comme ça qu'on les déstabilisera. Ils ont un autre business à côté, et les montrer du doigt, ça peut leur casser leur business à côté. Donc ça pourrait nous permettre qu'ils se retirent rapidement avant d'en arriver à ce que je vous ai dit avant, et laisser rentrer d'autres fonds qui sont plus moyen-termistes, plus long-termistes, donc ce qui nous permettrait de reprendre un équilibre normal et de repartir, parce que le bateau Vivarte, c'est encore un beau bateau. Donc ça, c'est l'option première que nous avons choisie. Donc on va continuer massivement et on a espoir qu'à un instant, à un moment, un politique prendra ses responsabilités. Il en suffit d'un pour que les autres suivent derrière et se posent les bonnes questions. Vivarte, c'est 17 000 salariés français. On en a déjà tué 2000. Je pense que vous êtes des citoyens à part entière, on est des citoyens à part entière, on paye nos impôts comme tout le monde. Et ce qui me scandalise le plus dans cette affaire, c'est bon, il y a le côté fonds vautour, qui viennent dépouiller d'abord un beau groupe leader dans son domaine, de l'équipement à la personne, un groupe français avec des salariés français, et c'est un fonds américain. Mais je pense que ce qui me sidère encore plus, c'est ce silence étouffant de nos responsables politiques pour qui on vote, pour qui on paye leur salaire, et qui à aucun moment, et même encore aujourd'hui, ne bougent.
Donc continuons à faire de la presse, continuons à faire du bruit, la radio relaye. D'ailleurs, vous regarderez que ça bouge beaucoup en ce moment et qu'il n'y a pas plus de politique pour ça qui bouge le doigt. Et si vraiment on ne se fait pas entendre, on se fera entendre autrement. Et là, on passera par contre à l'action. Et l'action, je veux dire, quitte à tomber, faites-moi confiance, je suis quelqu'un de tempérament, on tombera et on ne tombera pas sans faire de bruit. C'est-à-dire qu'un instant T, si on n'est pas entendu, si personne ne rentre dans la partie, si on n'arrive pas à avoir des interlocuteurs crédibles, si les politiques ne prennent pas leurs responsabilités, on les obligera à prendre leurs responsabilités. On a une bonne fenêtre, hein, c'est les présidentielles. Ces présidentielles vont nous servir. Aujourd'hui, on les prévient, on leur dit prenez vos responsabilités, occupez-vous de ces salariés, de ces citoyens qui payent leurs impôts et qui votent et qui vous mettent en place en tant que responsables. On n'est pas des sous-citoyens. Donc s'ils ne le font pas, on vous promet, et je serai le premier à lancer cet appel, on vous promet des actions, mais par contre ce sera des actions d'abord massives, collectives, sur l'ensemble du groupe, et c'est vous qui les mènerez. Mais il est hors de question qu'on appelle à des actions, vous en montez sur un siège où nous, on a un comité de groupe, et ça s'est fait récemment, et c'est pour ça que la CFDT a été très prudente et s'est reculée de cette intersyndicale, sans polémique. On s'est juste dit qu'on ne pouvait pas, nous, avoir notre aller-retour payé en train, en avion, nos repas payés, notre chambre d'hôtel payée, et vous appelez, vous, à monter à vos propres frais, à monter sur vos heures de travail que vous alliez perdre, alors qu'on sait que la condition de beaucoup est plus que précaire. C'était pas acceptable pour nous. Donc si on appelle un mouvement, on sera aussi dans le mouvement en tant que salarié, pas en tant qu'élu privilégié sur des remboursements de frais. Et je pense que massivement, ça commencera par la logistique. On n'en est pas à ça. Aujourd'hui, la guerre qu'on doit mener, c'est sur ces fonds. Il faut qu'on oblige ces fonds à plier. Et pour qu'ils plient, il faut continuer à relayer, il faut continuer à faire du bruit. Pourquoi aujourd'hui je fais cette vidéo? C'est pas par plaisir de me montrer, je vais dire quoi que certains ne connaissent pas, et c'est assez sympa en fait que vous mettiez un visage aussi sur la personne qui gère la page Facebook, parce que bon, il est plus facile de se cacher derrière un écrit. Je pense qu'il est important que vous me voyez, que je vous fasse face. C'est surtout je fais cette vidéo parce qu'on ne parle pas encore assez de nous, et je pense que les politiques n'ont pas encore compris qu'on lâchera pas le morceau. Donc cette vidéo, celle que je fais là, elle doit servir d'exutoire. Vous devez la relayer massivement. On va la relayer sur Facebook, on va la relayer sur Twitter, on va la relayer sur Libertine, on va la relayer partout, et on va continuer à la relayer. Et on va par cette vidéo, et je le dis, 3 choses. 1, on va leur montrer qu'on ne lâchera pas le morceau, on va montrer à ces actionnaires qui sont en train de nous dépecer que si on doit tomber, on ne le fera pas en silence, on le fera dans le bruit. On va montrer à ces politiques que s'ils ne rentrent pas dans la danse, eux pareil, on les montrera du doigt et on ne les oubliera pas, c'est-à-dire qu'on montrera bien qu'on est là au moment où il faudra montrer qu'on est là, mais qu'on ne les excusera pas. Et ça nous servira nous aussi à vivre derrière. Je vous dis, si on doit tomber, il faut vraiment qu'on tombe en montrant qu'on est là. Donc je vous laisse sur ça, en vous disant, je ne sais pas si je referai une vidéo, je ne sais pas quel avenir on aura. J'espère que ce sera le mieux possible pour nous. J'ai peur que de toute façon on y lâche des plumes, on en a déjà laissé. Mais je pense que collectivement, on peut arriver à se battre, collectivement, on peut se faire entendre, et collectivement, on peut faire plier les politiques, on peut faire plier ces fonds de pension. De toute façon, aujourd'hui, nous n'avons plus rien à perdre. Alors, battons-nous, allons au bout, et je vous promets que si vraiment il n'y a plus rien à faire et qu'on n'est pas entendu, on se fera entendre par des actions collectives, il sera le temps d'y penser, et qu'ils ne perdent rien pour attendre. Merci à tous, et relayez massivement, à bientôt, au revoir.